Bonjour, ici Patrick Vanasse de Théovog. Je suis heureux de vous retrouver encore parmi nous aujourd'hui. Donc, pour poursuivre la série Les enjeux politiques et bibliques du Moyen-Orient, nous allons poursuivre aujourd'hui avec la question de l'axe sunnite ainsi que le début du croissant chiite avec la question de l'Iran. Donc, nous allons débuter maintenant avec la question du bloc sunnite, qui est la première partie. Pour le bloc sunnite, on va regarder en premier les éléments généraux de ce bloc-là. Donc, les pays qui en font partie de ce bloc-là, premièrement, il y a l'Arabie saoudite, qui est le membre le plus actif, qui est vraiment le dominant du bloc sunnite. Par la suite, il y a la Turquie, qui est un pays important, qui est le plus populeux de ce bloc-là. Sauf que c'est un pays qui est quand même ambigu dans ses politiques. On voit que dans ses politiques, parfois ses politiques sont contradictoires et ces contradictions-là vont l'éloigner de l'axe sunnite. Le troisième pays est l'Égypte, qui est un pays aussi très populeux, mais qui est appauvri et dont le rôle a un peu diminué au cours des dernières années. Et le quatrième pays est la Jordanie, qui est un petit pays, mais il est aussi près d'Israël, ce qui lui donne quand même un rôle assez particulier. Ce qui est important aussi à souligner, c'est que l'axe sunnite est moins unifié que le croissant chiite, surtout par le fait que la guerre de Syrie a désuni ce groupe-là, notamment par le rôle de la Turquie. Ce qui est important à dire aussi, c'est que c'est pas parce qu'un pays est à majorité sunnite qu'il fait partie nécessairement de l'axe sunnite, à cause du fait que le pouvoir politique n'est pas toujours relié à la majorité de la population. On le voit par exemple en Syrie. Donc la Syrie a une population à 90% sunnite, mais ce sont les chiites qui sont les dirigeants et ce sont eux autres vraiment qui font partie du croissant chiite ici. On a aussi le cas du Liban. Donc le Liban est assez complexe parce que c'est un pays multiconfessionnel. Le gouvernement officiel comprend des sunnites, mais il est plutôt faible. Alors que le groupe dominant, qui est le Hezbollah, qui est un groupe armé et un parti politique, fait partie du croissant chiite, ce qui fait que le Hezbollah ne fait pas partie, et le Liban aussi, ne font pas partie de l'axe sunnite. Et le troisième pays est aussi le Yémen. Le Yémen, qui est un pays qui est en guerre civile depuis 2015. Le pouvoir sunnite, il est faible, alors qu'on a une rébellion qui est les Houthis. Et les Houthis sont armés, financés par l'Iran, qui fait partie du croissant chiite, ce qui fait qu'on a moins d'unité du côté sunnite que du côté chiite. L'Arabie saoudite est le principal pays de ce bloc-là, le bloc sunnite, et ce pays-là est vraiment le leader de ce groupe-là. Et en même temps, ce pays-là aussi connaît une rivalité très importante avec l'Iran, qui est son ennemi mortel au Moyen-Orient. Même, on peut dire que les rivalités se sont accrues au cours des dernières années. Notamment aussi par le fait que le prince Mohammed bin Salman a vraiment exercé même des provocations envers l'Iran. Dans le passé, l'Arabie saoudite a connu des relations troubles avec Israël, même parfois près de la guerre. L'Arabie saoudite n'a jamais fait la guerre directement, mais a financé aussi et armé même le Hamas, qui est un groupe palestinien armé qui a commis des attentats et des attaques contre Israël dans le passé. Par contre, les relations se sont grandement améliorées, notamment par le fait que l'Arabie saoudite a arrêté d'appuyer le Hamas, qui s'est plutôt tourné vers l'Iran. Et aussi, ce qu'on peut constater aussi, c'est que les relations sont beaucoup meilleures. Et même, on a vu que récemment, le prince Ben Salman a reconnu implicitement l'État d'Israël, ce qui est une première, évidemment, pour ce pays. Historiquement aussi, l'Arabie saoudite a une alliance avec les États-Unis. Cette alliance-là date du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et selon cette alliance-là, l'Arabie saoudite est protégée militairement par les États-Unis parce que l'Arabie saoudite est un pays riche, mais peu populeux, donc peu armé aussi. Et aussi, de l'autre côté, les États-Unis vont s'assurer d'un approvisionnement en pétrole par l'Arabie saoudite. Et cet échange-là est encore en vigueur aujourd'hui. Du côté de la religion maintenant, tout le monde entendu parler de la Mecque. La Mecque, évidemment, c'est le centre de la religion musulmane sunnite. Et c'est là, à la Mecque, qui est le principal lieu saint musulman. Et deuxième ville aussi, qui est Médine, qui est deuxième lieu saint, qui se retrouve aussi en Arabie saoudite pour les musulmans sunnites. L'Arabie saoudite aussi a implanté une idéologie islamique radicale sunnite, qui est le salafisme, à partir de 1979. Et le salafisme, c'est une idéologie qui a même alimenté le groupe Al-Qaïda, qui était dirigé au départ par Oussama Ben Laden, qui est aussi saoudien. En même temps aussi, les terroristes du 11 septembre sont saoudiens. C'est quelque chose qu'on connaît peu, peut-être un peu maintenant, mais à l'époque, c'était très clairement établi que c'était à peu près tous des Saoudiens. Ce qui est important aussi à souligner, c'est que l'État islamique, qui se base sur l'idéologie du salafisme,
n'est pas appuyé par l'Iran. Même les deux sont rivaux. C'est quelque chose qui est quand même important aussi à souligner. L'Arabie saoudite aussi a appuyé la propagation de cette idéologie salafiste-là, pas beaucoup par l'armement, mais surtout par l'éducation. C'est l'Arabie saoudite, par exemple, qui a financé les massadras, qui sont des écoles coraniques au Pakistan notamment. Et donc, cette idéologie-là a été largement répandue par le financement de l'Arabie saoudite. Par contre, on voit que cette emprise-là a beaucoup diminué, autant dans l'intérieur du pays. On peut voir aussi qu'il y a une libéralisation des mœurs, notamment concernant les femmes qui peuvent conduire maintenant. Donc, le salafisme est un peu un recul dans le pays. Et aussi, la propagation de cette idéologie-là à l'extérieur a aussi diminué au cours des dernières années. La Turquie est une puissance montante au Moyen-Orient. C'est une puissance, c'est un pays qui était traditionnellement près des Occidentaux. Elle est même membre de l'OTAN depuis sa création en 1949. Et donc, la Turquie, elle était traditionnellement près des États-Unis. Elle était même près d'Israël dans le passé, ce qui est quand même étonnant étant donné sa position dans l'espace géopolitique du Moyen-Orient, puis aussi elle était aussi près de l'Arabie saoudite. Par contre, ce qu'on voit, c'est que la Turquie a commencé à changer ses positions. Elle s'est rapprochée notamment de la Russie, ce qui est quand même étonnant, étant donné que la Turquie était membre de l'OTAN et s'opposait à l'Union soviétique à l'époque. Elle ne s'était jamais rapprochée de la Russie par la suite. La Turquie aussi a même été moins hostile envers l'Iran, alors que les deux pays étaient vraiment à couteau tiré dans le passé. Les relations avec Israël ont beaucoup changé depuis 2010. Elles ont commencé à devenir de plus en plus difficiles, à un tel point que les deux sont vraiment hostiles les uns envers l'autre. Aussi, c'est qu'on voit que la position de la Turquie envers ses alliés occidentaux et saoudiens est quand même ambiguë. On a vu Erdogan, par exemple, le président Erdogan, dénoncer à plusieurs reprises les États-Unis, les Européens, et aussi a refroidi ses relations avec l'Arabie saoudite. Autre point important aussi, c'est que la Turquie est impliquée dans la guerre civile en Syrie qui a lieu depuis 2011, mais avec des positions contradictoires. D'un côté, la Turquie va appuyer les rebelles sunnites qui sont opposés au gouvernement syrien, donc elle s'oppose à la Syrie. De l'autre côté, elle va aussi combattre les rebelles kurdes aussi, qui sont opposés au gouvernement syrien. Donc, on voit qu'avec les rebelles sunnites, elle s'oppose à la Syrie, mais avec les Kurdes, elle appuie la Syrie. Et même, on voit que la Turquie a gardé des contacts avec le gouvernement syrien. Et coup de théâtre, l'an dernier, en décembre dernier, la Turquie a participé au sommet sur la Syrie en Russie, à Sochi, avec la Russie et l'Iran qui vont évidemment appuyer le gouvernement syrien, ce qui démontre quand même un revirement important de sa politique dans l'espace géopolitique du Moyen-Orient. L'Égypte est le troisième pays de l'axe sunnite. C'est un pays très populeux avec 80 millions d'habitants, mais une population quand même pas très riche. C'est un pays quand même qui n'a pas beaucoup de ressources non plus. L'Égypte aussi, fait intéressant, a été le premier ennemi d'Israël, était même le pire ennemi d'Israël pendant 30 ans, de 1948 à la fondation de l'État d'Israël jusqu'en 1978, où il y a eu 4 conflits entre les deux pays. Premièrement, la guerre d'indépendance d'Israël en 1948, avec une attaque de l'Égypte. Deuxièmement, en 1956, attaque israélienne au canal de Suez égyptien, qui s'est réglée par une intervention de l'ONU. 1967, la guerre des 6 jours, où Israël a attaqué l'Égypte et aussi d'autres pays, qui a fait que l'Égypte a perdu cette guerre-là. Tentative de revanche en 1973 de l'Égypte, avec la guerre du Yom Kippour, qui était aussi perdue par l'Égypte. Par la suite, après quelques années, après la fin de la guerre du Yom Kippour, les États-Unis ont orchestré un accord de paix entre Israël et l'Égypte, ce qui était très surprenant pour l'époque aussi. Et cette paix-là a emmené une alliance avec les États-Unis. Malheureusement, pour le président de l'époque, Anwar al-Sadat, ce traité de paix-là lui a coûté la vie, puisque 3 ans plus tard, il est assassiné par des rebelles égyptiens dans son pays lors d'un défilé militaire. La paix avec Israël aussi, elle n'est pas complète. Il n'y a pas vraiment d'alliance très forte entre les deux pays, par le simple fait que l'Égypte considère que le conflit israélo-palestinien entre les Israéliens et les Palestiniens constitue une pierre d'achoppement pour une meilleure relation entre les deux pays. Malgré tout, l'Égypte s'est impliquée à tenter de régler ce conflit-là, notamment en 2001, lorsqu'il a tenté d'organiser une négociation entre Israéliens et Palestiniens à Taba. Ça a été un échec, mais il y a quand même une tentative. Puis aussi, lorsqu'il y a eu un début d'une division entre les deux factions palestiniennes, le Hamas et le Fatah, à partir de 2007, l'Égypte a toujours été là pour tenter de réconcilier les deux parties, et ce même jusqu'à l'an dernier.
La Jordanie constitue le dernier pays de l'axe sunnite dont on va traiter dans ces émissions. C'est un petit pays, mais qui est voisin d'Israël, ce qui est quand même très important. Et les frontières continuent avec Israël sur une grande partie de son territoire. En tant que voisin aussi, la Jordanie a participé à 2 guerres contre Israël, la guerre d'indépendance de 1948 et la guerre de 6 jours de 1967, guerre que ce pays a perdue à 2 reprises. Par la suite, il y a eu, on peut dire, une situation de froideur entre les 2 pays, mais en 1994, il y a eu un accord de paix avec Israël. Aussi, c'est que, étant donné que les lieux saints musulmans de Jérusalem, qui étaient occupés par la Jordanie de 1948 à 1967, ont été repris par Israël, le ministre de la Défense de l'époque en Israël a décidé d'apaiser la situation aussi en confiant les lieux saints musulmans au Waqf, qui est une autorité religieuse jordanienne. Donc, de 1967 jusqu'à aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les accords du statu quo. Et ces accords-là permettent au Waqf, à cette autorité-là, de s'occuper de la gestion des lieux saints musulmans à Jérusalem. Par contre, ce statu quo, cet accord-là, a été menacé récemment, surtout par le fait que certains groupes juifs qui voulaient reprendre cet endroit-là où se situerait l'ancien temple juif ont fait des actions de provocation, évidemment, ce qui a amené des réactions aussi du Waqf et qui a refroidi quelque peu les relations entre la Jordanie et Israël. Le deuxième bloc maintenant, c'est la croissance chiite. Le croissant chiite va comprendre 4 acteurs principaux. Le premier acteur, c'est l'Iran, qui est le leader de l'axe chiite, de ce croissant chiite-là. Le deuxième, c'est l'Irak, qui était auparavant un pays de l'axe sunnite, mais depuis la chute de Saddam Hussein, grâce à l'invasion américaine de 2003 et les élections qui s'en sont suivies, ce pays-là a basculé dans le croissant chiite. Le troisième acteur est la Syrie, un pays qui est dirigé par un gouvernement chiite et qui est en guerre civile depuis 2011. Et le quatrième groupe est le Hezbollah. Le Hezbollah est un parti politique et un groupe armé qui était formé au Liban en 1982 suite à l'invasion d'Israël du Liban, où Israël avait chassé l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, dans le but que cette organisation-là arrête de faire des attentats terroristes en Israël. Et à la suite de ça, ce groupe-là a été formé pour résister à Israël. Puis ce qui est important aussi par rapport au Hezbollah, c'est que la Syrie a connu une guerre civile de 1975 à 1990. Et avec les accords de Taïf de 1990, le Hezbollah a été le seul groupe à ne pas désarmer pendant cette guerre-là. On a aussi un acteur secondaire qui sont les rebelles Houthis qui sont au Yémen. Ces rebelles-là sont une milice chiite qui est armée, financée et appuyée aussi par l'Iran. Ce qu'on peut souligner aussi, c'est que le croissant chiite a été fortement affecté par l'État islamique qui a sévi en Irak et en Syrie de 2012 à 2017. Évidemment, on a parlé aussi du fait que ce groupe-là, l'État islamique, est un groupe sunnite, salafiste, très, très radical. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que ce groupe-là est beaucoup plus unifié que l'axe sunnite, et ce groupe-là est unifié sous le leadership de l'Iran. L'Iran est le premier acteur du croissant chiite. C'est aussi l'acteur le plus important, c'est le leader de ce groupe-là. Et l'Iran est aussi l'ennemi juré de l'Arabie saoudite, qui est le leader de l'axe sunnite. Ce pays-là dispose de grandes réserves pétrolières très, très importantes, une des plus grandes réserves pétrolières du monde, c'est un acteur pétrolier majeur. Ce pays-là est aussi devenu l'allié de l'Irak à partir de 2003. C'est quand même un revirement très, très significatif parce que ces 2 pays-là se sont fait la guerre de 1980 à 1988 et étaient des ennemis jurés depuis la révolution iranienne de 1979. Mais l'invasion américaine a fait que Saddam Hussein, qui était le dirigeant de l'Irak, a été renversé et avec les élections, le jeu démocratique, l'Irak plutôt a élu un gouvernement chiite qui s'est rapproché beaucoup de l'Iran. L'Iran aussi va financer, armer et aussi appuyer le Hezbollah au Liban. Ce groupe-là est un groupe armé et un parti politique qui est dominant de ce petit pays-là, qui est voisin d'Israël. Et c'est une façon aussi pour l'Iran de menacer Israël, qui est aussi un ennemi mortel pour lui. Une particularité majeure par rapport à l'Iran est le fait que l'Iran a développé un programme nucléaire dans le passé. Ce programme-là avait été développé à partir de 1985 de façon secrète. Mais grâce à la fuite de dissidents iraniens qui ont éventé l'affaire, ce programme-là a été découvert par la communauté internationale en 2003, soit 18 ans après sa création.
Ce programme-là, évidemment, cette découverte-là, malgré le déni de l'Iran, a amené des sanctions internationales, notamment à l'ONU, avec des sanctions notamment sur les investissements étrangers. Et par la suite, il y a eu une période de 12 ans où il y a eu un jeu de négociation, de transgression de la part de l'Iran afin de gagner du temps. Et comme on peut le voir sur cette carte-là ici, on va regarder les différents éléments par rapport à ce programme-là. Donc, selon l'Agence internationale d'énergie atomique, cette agence de l'ONU-là, l'Iran a développé un programme nucléaire complexe sur plusieurs sites dans son pays. Si on regarde au nord-ouest du pays, sur le site de Marivan, on voit qu'il y a eu un test à grande échelle pour initier une charge explosive importante pour voir les effets d'une telle explosion. Deuxièmement, un peu à l'est de Marivan et à l'ouest de Téhéran, au site de Karaj, on a un centre de recherche qui sert à la formation et l'initiation aux techniques des charges fortement explosives, et aussi le projet 111, où 6 équipes d'ingénieurs ont travaillé à la fabrication d'une tête de missile. Au sud de Téhéran plutôt, dans la ville de Natanz, dans le site de Natanz, on a découvert qu'il y avait un site de traitement de matériel nucléaire où on pourrait aussi construire une grande enceinte de confinement pour les explosifs. Et aussi, on a découvert aussi qu'à Téhéran même, en 2002, il y a eu le plan Ahmad. Et dans ce plan-là, on a élaboré une entité clandestine qui était chargée d'un programme militaire qui visait à développer un engin explosif nucléaire. Et ces travaux-là aussi pouvaient aussi servir à la réalisation d'un essai nucléaire. À la suite de cette période de 12 ans de tergiversation, de négociation, de transgression, et après une intense séance de négociation qui a duré 21 mois, l'Iran a signé un accord international sur le contrôle de ses armes nucléaires, de son programme nucléaire, et cet accord-là a été signé avec les États-Unis, avec la Russie, avec la France, avec le Royaume-Uni, avec la Chine et aussi qu'avec l'Allemagne. Et dans cet accord-là, l'Iran s'est engagé à plusieurs engagements, on peut dire. Premièrement, l'Iran s'est engagé à arrêter l'enrichissement de l'uranium à un seuil dépassant 5 %. Pourquoi 5 %? Parce que 5 %, c'est le niveau d'enrichissement de l'uranium qui permet de fabriquer de l'électricité. L'Iran aussi avait déjà enrichi de l'uranium à plus de 5 %. Et là, la seule façon, évidemment, qu'on peut expliquer ça, c'est que l'Iran voulait développer l'arme nucléaire. Et dans cet accord-là, l'Iran s'est engagé à détruire tous ses stocks d'uranium enrichi à plus de 20 %. Aussi, on s'est engagé à arrêter la construction de nouvelles centrifugeuses et même de réduire le nombre de centrifugeuses aussi de façon significative, de plus de 50 % aussi. On s'est engagé aussi à l'arrêt de la construction de la centrale d'Arak et même une modification de cette centrale-là aussi, parce que cette centrale-là était prévue pour fabriquer du plutonium, qui est un matériel qui ne sert qu'à la bombe atomique. Donc, s'est engagé à arrêter cette production-là. Et aussi, l'Iran s'est engagé à accepter les inspections de l'Agence internationale d'énergie atomique de l'ONU pour vérifier, évidemment, si ce pays-là respectait l'accord. De leur côté aussi, les pays internationaux, les pays signataires plutôt de l'accord international, se sont engagés aussi à relâcher premièrement une partie, et de façon progressive, une partie des sanctions et ne plus imposer de nouvelles sanctions à l'Iran, notamment, par exemple, par le fait que ces pays-là pourraient commencer à repermettre des investissements internationaux dans le pays. Et cette situation-là a permis une augmentation même de l'économie à un tel point que les dépenses militaires iraniennes ont augmenté de 145 % depuis 2015. Ce qui est important à souligner aussi, c'est que c'est un accord temporaire sur 10 ans, sur certains aspects, 15 ans sur d'autres, après quoi l'Iran pourrait poursuivre l'enrichissement de l'uranium pour fabriquer des bombes atomiques. Et évidemment, Israël s'est opposé à cet accord-là et aussi les États-Unis se sont retirés de cet accord-là en mai 2018. Nous avons déjà traité de cette situation-là par rapport au nucléaire iranien dans une émission spéciale qui était tournée à la suite du rejet de M. Trump de cet accord international. Et je vous invite à aller voir cette émission-là pour avoir plus de détails de façon plus approfondie aussi. Maintenant, on va poursuivre avec la question des relations entre l'Iran et Israël. Ce qui est important à souligner aussi, c'est que l'Iran et Israël sont deux ennemis mortels. L'Iran a même menacé de détruire Israël. On se souvient, au cours des années 2000, l'ancien président Ahmadinejad avait souhaité rayer Israël de la carte. Il déniait aussi le fait qu'il y avait eu l'Holocauste aussi. Donc, c'est vraiment des pays qui sont totalement ennemis.
Dans ce cas-là aussi, c'est que l'Iran a développé aussi des liens importants avec la Syrie pour la seule raison que l'Iran est un ennemi d'Israël. Donc, c'est une façon aussi pour l'Iran de nuire à Israël parce que la Syrie est un État voisin d'Israël aussi. Et de cette façon-là aussi, l'Iran a construit des bases militaires en Syrie qui a une frontière avec ce pays-là, notamment près du plateau du Golan ici, en Israël. Aussi, l'aide à la Syrie n'est pas seulement militaire, elle est aussi financière. L'Iran injecte des milliards de dollars dans l'économie syrienne et même a tenté d'acheter des terrains pour construire une base navale en Syrie, ce qui a amené un certain échec, mais il y a toujours ces tentatives-là de s'implanter sérieusement en Syrie. Et pour la seule raison, c'est de nuire à Israël. Aussi, l'Iran a même financé le Hamas, qui est un groupe palestinien terroriste et armé qui s'oppose à Israël, malgré que le Hamas soit un groupe sunnite. Donc, l'Iran a passé par-dessus les rivalités sunnites-chiites dans le seul but de nuire à Israël. Aussi, l'ambition d'Israël, de l'Iran plutôt, c'est de mener une coalition moyen-orientale contre Israël. Et ça ressemble quand même d'une certaine façon à Gog et Magog, ce qui est prophétisé dans Ézéchiel 38. Et de l'autre côté aussi, Israël pourrait attaquer l'Iran aussi. Et je vous invite aussi à aller voir notre autre émission qu'on a faite sur le nucléaire iranien, où il y aurait des menaces aussi de cette attaque-là. Voilà ce qui conclut cette deuxième émission sur le Moyen-Orient. À la prochaine émission, je vous invite à poursuivre notre étude sur le croissant chiite, notamment avec l'Irak, la Syrie et le Hezbollah. On va parler aussi de la situation en Israël de façon plus approfondie. À l'émission 4, nous allons parler du rôle des grandes puissances, les États-Unis et la Russie. On va parler des derniers développements de l'actualité politique internationale dans cette région-là. Et on va faire un retour à la fin sur Gog et Magog. Merci beaucoup pour votre écoute. Ici Patrick Van As pour Théovox qui vous dit à la prochaine.